Le vase était la seule chose qui me cachait. Oh, laid, rempli de tiges de lavande en plastique et de poussière. Et d'une manière ou d'une autre, cette décoration inutile me rendait invisible. Pendant que ma femme faisait glisser ses doigts le long de la manche d'un autre homme, elle gloussa. Oui, elle a vraiment gloussé. J'ignorais même qu'elle avait encore ce rire. Cela faisait des années que je ne l'avais pas entendue à la maison, à notre table. Celle avec le coin ébréché et la trace de café brûlé incrusté. Tout ce que j'obtenais, c'était des bâillements et un défilement incessant sur son téléphone. Mais ici, là, sous une faible lumière dorée, avec un trio de jazz jouant dans un coin et 2 verres de vin embués entre eux, elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Elle se penchait vers lui comme s'il était la gravité, comme si tout son corps avait attendu toute la semaine pour s'incliner dans sa direction. Et moi, je restais là, silencieux, paralysé, complètement, stupidement invisible. Ils venaient de prendre les premières bouchées de leur steak. Elle a piqué un champignon dans son assiette et l'a glissé dans sa bouche comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je ne crois pas qu'elle ait jamais fait ça avec moi, même quand nous sortions ensemble. Elle détestait les champignons. Du moins, c'est ce que je croyais. Il n'était même pas séduisant. C'était ça le pire. Il était d'une banalité agressive. Un de ces hommes dont les seules caractéristiques distinctives étaient l'assurance et l'eau de Cologne. Il portait les deux comme à un signe. Mais elle le regardait comme s'il était un dieu rare sculpté dans le marbre. Je voulais hurler, faire voler le vin de la table d'un revers de main et exiger une explication. Au lieu de ça, je suis resté caché derrière ce maudit vase, mes doigts s'enfonçant dans le porte-menu comme s'il allait m'empêcher de m'effondrer. Et c'est là qu'elle l'a dit. Elle s'est penchée plus près, beaucoup trop près, et a murmuré, « Tu m'as manqué hier soir. » Mes oreilles ont bourdonné. J'étais à la maison hier soir, je faisais la cuisine, la lessive, je programmais le réveil. Elle avait dit qu'elle était fatiguée. Elle avait dit qu'elle avait besoin de dormir, mais apparemment, c'est de lui dont elle avait besoin. Il a eu un sourire suffisant. La prochaine fois, éteins ton téléphone. Elle a ri de nouveau. Ce rire stupide et cristallin. Elle a touché son genou sous la table. Il lui a baisé la main. Je ne pouvais plus respirer. Je ne me souviens même pas de m'être approché. Mes jambes ont bougé d'elles-mêmes, comme si mon corps en avait finalement assez d'attendre que le reste de mon être le rattrape. J'ai contourné le vase, et c'est là qu'elle m'a vu. Sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Elle est devenue blême, comme si elle voyait un fantôme. L'homme a levé les yeux, confus. On se... Mais je ne regardais qu'elle. Et j'ai prononcé exactement sept mots. 7 mots qui lui ont fait lâcher sa fourchette. Qui ont plongé dans le silence la table d'à côté. Qui ont donné l'impression que la musique s'était arrêtée en pleine note. Tu as aussi laissé tomber ta bague dans sa poche. C'est ce que j'ai dit. Assez fort pour que le serveur à 2 tables de la tourne la tête. Assez fort pour que les gens assis à côté d'eux se figent, la bouchée en suspens. Mais pas au point de hurler. Non, je voulais qu'elle entende chaque syllabe avec une clarté tranchante comme un rasoir. Je voulais que sa tranche naisse dans son petit moment de fantaisie artificielle. Sa main a reculé brusquement comme si elle avait touché du feu. Elle a cligné des yeux, stupéfaite, les lèvres entr'ouvertes comme si elle pouvait trouver une excuse, une explication, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Sa voix avait disparu, volée par la culpabilité ou peut-être par la peur. Le type, Jordan, comme je l'apprendrai plus tard, s'est levé comme pour la défendre. Il a bombé le torse comme un ballon prêt à éclater et a dit, « Eh, mec. Je crois que tu te trompes. » Je ne l'ai même pas regardé. Il n'était qu'un bruit de fond, un élément du décor. Il n'était pas le sujet. Le sujet, c'était la femme qui m'avait promis l'éternité, mais qui l'avait échangée contre une lumière tamisée et l'eau de Cologne d'un autre. Elle a finalement parlé. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Ce que je faisais ici ? Vraiment ? J'étais à la maison. Là où tu serais ce soir, non ? À faire la lessive, manger les restes, regarder cette stupide émission de pâtisserie que tu prétends détester. Son visage est devenu rouge vif. Pas de honte. Non, c'était autre chose. De la colère, parce que j'avais osé interrompre son mensonge. Tu m'as suivi. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'absurdité de la situation m'étouffait. Elle me trompe.
Elle ment. Elle organise des plans sous mon nez. Et c'est moi le problème parce que je l'ai suivi. Tu as laissé ta localisation activée, ai-je dit en haussant les épaules. J'imagine que ce n'est pas la seule chose que tu as oublié d'éteindre. Cela a provoqué un rire à la table voisine. Pas fort, mais suffisant. Elle l'a remarqué. Son regard a fusé sur le côté comme des poignards, puis est revenu sur moi. Je pouvais voir les fissures se former, son visage se crisper, ses mains tripoter la serviette comme si elle pouvait la protéger du jugement qui se propageait dans la pièce. Allons parler dehors, a-t-elle murmuré, essayant de reprendre le contrôle. Non, ai-je dit fermement. Parlons ici. Parlons là où tu lui as dit qu'il t'avait manqué hier soir. La même nuit où je pliais ton linge et te préparais un dîner que tu n'as pas pris la peine de manger. Elle s'est rassise. Pas par choix. Ses jambes l'ont lâché. Jordan a réessayé. Écoute, mec, je me suis tourné vers lui. Le regard calme, mort. Tu la touches encore une fois et je m'assurerai que tes prochains rendez-vous galants se passent aux urgences. Il s'est rassis rapidement. Elle a essayé d'attraper ma main par-dessus la table. Une habitude, je suppose. Mais je l'ai retirée. Je voulais qu'elle sente le vide. Le vide qu'elle avait creusé avec chaque mensonge, chaque texto, chaque nuit silencieuse à prétendre qu'elle était trop fatiguée ou pas d'humeur. Je n'avais pas prévu que ça arrive, a-t-elle marmonné. Voilà la phrase. La phrase que sortent tous les infidèles quand ils sont à court de mensonges. Comme si ça lui était tombé dessus. Comme si elle avait trébuché et était tombée dans le lit d'un autre homme. Oh, ai-je dit en penchant la tête. Mais tu as eu assez de temps pour prévoir des tenues, des réservations, des excuses. On dirait que tu avais tout prévu, sauf de te faire prendre. Elle pleurait maintenant, pas des sanglots, juste ce genre de pleurs silencieux, coupables et pathétiques qui essaient de paraître innocents. Mais il n'y avait plus rien à sauver. J'ai sorti quelque chose de la poche de ma veste et je l'ai posé sur la table. Son alliance. Je l'avais prise dans sa boîte à bijoux avant de quitter la maison. Elle n'avait même pas remarqué qu'elle manquait. Ça disait tout, n'est-ce pas? On dirait que tu n'en auras plus besoin. Elle a eu un hoquet de surprise. Tu mets fin à tout ça, comme ça? Comme ça, ai-je répondu. De la même manière que tu as mis fin à notre histoire. Puis je suis parti, passant devant les tables stupéfaites, les serveurs figés sur place, l'hôtesse qui avait l'air d'avoir assisté à un film en direct. Et je n'ai pas regardé en arrière, mais oh, la vraie tempête n'a même pas commencé avant le lendemain. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais blessé. Ça, c'était arrivé bien avant le dîner. Je n'ai pas dormi parce que j'étais enfin réveillé. On passe tellement de temps allongé à côté de quelqu'un qui est déjà à des kilomètres. Et quand la vérité éclate enfin, c'est comme si tout votre cerveau rattrapait son retard. Je suis resté là dans le noir, la maison trop silencieuse, remarquant tout. Le léger bourdonnement du frigo, le lampadaire qui vacillait dehors, l'espace vide de l'autre côté du lit où elle laissait habituellement son gilet, son téléphone, ses mensonges. Au matin, j'ai supprimé toutes les photos que nous avions prises. Pas dans un accès de rage, juste calmement, une par une. J'ai même ri en voyant quelques-unes. Notre voyage pour notre 5e anniversaire. Celui où elle avait dit avoir eu une intoxication alimentaire. Mais maintenant je réalise qu'elle lui envoyait probablement des textos depuis les toilettes. Cette photo de Noël floue où je porte un pull de reine et où elle force un sourire. Tout semblait différent maintenant, comme si j'étais un figurant dans mon propre mariage. À exactement 6h42, les appels ont commencé. J'ai laissé les 5 premiers aller sur la messagerie vocale. Elle n'a pas laissé de message. J'ai décroché au 6e juste pour entendre comment elle allait tourner les choses. Glenn. Sa voix était tremblante, mais elle essayait toujours de paraître composée, comme si elle ne s'était pas fait surprendre en train de caresser le genou d'un autre homme devant un steak frites. Tu as laissé ta bague sur la table, ai-je dit d'un ton neutre. Je sais, a-t-elle murmuré. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Tu veux dire, mentir encore un peu? Non, j'ai juste besoin d'expliquer. Je n'ai rien dit. Le silence est un miroir et elle se regardait droit dedans. C'était une erreur, a-t-elle dit. Il ne signifie rien. C'était juste, sa voix s'est éteinte. Pratique, ai-je suggéré. Ne fais pas ça, a-t-elle lâché soudainement. Ne déforme pas tout.
J'ai failli rire. Déformer tout. C'était elle qui avait tordu nos vœux en nœuds dans mon dos et qui était maintenant contrariée que la corde l'étouffe. Où es-tu? A-t-elle demandé, et je sentais que ça la tuait de ne pas savoir. Je n'ai pas répondu. Cela l'a fait paniquer. S'il te plaît, rentre à la maison. Parlons-en comme des adultes. Tu veux une conversation d'adulte? Ai-je demandé calmement. Alors dis-moi depuis combien de temps ça dure. Dis-moi quand tu as cessé de me respecter. Dis-moi quand mentir est devenu plus facile que de m'aimer. Elle s'est tue, et cela m'en a dit plus que n'importe quel mot. J'ai raccroché, et c'est là que les choses ont vraiment commencé à dégénérer. 1 heure plus tard, j'étais dans le garage, descendant des boîtes de l'étagère du haut, celles qu'elle m'avait fait garder au cas où elle voudrait un jour redécorer son bureau. Eh bien, elle pouvait le redécorer depuis un autre endroit maintenant. J'ai emballé tout ce qu'elle avait un jour revendiqué comme sien dans 4 boîtes. Propre, étiqueté, sans émotion. J'ai même inclus cette stupide tasse qu'elle avait faite à un cours de poterie et qu'elle insistait pour garder même si elle fuyait. Puis j'ai appelé sa sœur. Megan, ai-je dit, je dépose quelques affaires chez toi. J'espère que tu as de la place. Sa sœur n'a même pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste dit, je serai là. Alors, j'ai chargé la voiture, traversé la ville, et laissé chaque morceau de sa trahison sur le porche de Megan sans un mot. Mais alors que je sortais de l'allée en marche arrière, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait, vous méritez mieux. Vous devriez connaître toute l'histoire. Et soudain, il ne s'agissait plus seulement de ma femme. Il s'agissait de quelqu'un d'autre qui observait les débris et qui était prêt à m'y entraîner plus profondément. J'ai fixé ce message comme s'il avait des dents. Vous méritez mieux. Qui dit ça de nulle part? Et pourquoi maintenant? Le timing était trop parfait, presque scénarisé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes pouces planaient au-dessus du clavier, mon cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait lors de la confrontation au restaurant. Je n'avais pas peur. J'étais curieux. Curieux d'une manière qui vous tord l'estomac. Parce qu'une fois que vous en savez plus, vous ne pouvez pas revenir en arrière. J'ai finalement répondu, qui est-ce? Les points de saisie sont apparus presque instantanément, comme s'ils attendaient ma réponse. Je travaille avec votre femme. J'ai vu des choses. J'ai entendu des choses. Je ne pouvais plus me taire. Ma mâchoire s'est crispée. Donc, ce n'était pas seulement le restaurant ou ce dîner. Il y avait des choses, au pluriel, et quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un avait observé la mort lente de mon mariage se dérouler pendant que je glissais encore des mots d'amour dans son sac à déjeuner comme un idiot. J'ai répondu à nouveau, dites-moi tout. La réponse est venue par bribes, mais chacune a atterri comme une brique sur ma poitrine. Selon cette personne, qui n'a jamais donné son nom, la liaison avait commencé il y a près d'1 an. Pas avec un type au hasard qu'elle avait rencontré récemment. Non, ça avait commencé lors de son séminaire d'entreprise. Celui qu'elle avait dit être ennuyeux et principalement composé de présentations PowerPoint. On m'a dit qu'elle et Jordan flirtaient ouvertement depuis des mois. Les gens les voyaient s'éclipser pendant les pauses déjeuner, disparaître ensemble lors des réunions hors site, et même s'échanger des petits mots pliés dans son agenda. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas la voir aussi froide, aussi calculatrice. Mais alors je me suis souvenu de l'enveloppe verte, des rires autour du vin, du champignon, de la bague. Tout s'emboîtait maintenant, douloureusement, parfaitement. J'ai demandé, pourquoi me dites-vous ça? Ils ont répondu, parce qu'elle n'est pas la seule à cacher quelque chose, et vous allez le découvrir de toute façon. Mieux vaut que ce soit par moi que par elle. Je me suis figé. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Avant que je puisse demander, un autre message est arrivé. Une photo. C'était une image granuleuse, probablement prise de loin, mais je pouvais clairement distinguer la silhouette de ma femme se penchant vers Jordan devant leur immeuble de bureau. Mais il n'y avait pas que d'eux. Derrière eux, l'air furieux, se tenait sa patronne, une grande femme nommée Kali, que je n'avais rencontrée qu'une seule fois lors d'un dîner d'entreprise. Apparemment, elle n'était pas non plus dans le secret. J'ai répondu, pourquoi est-ce que ça a de l'importance maintenant? Et la réponse que j'ai eue, parce que quelqu'un a déposé une plainte au RH contre elle. Il y a une enquête. Si vous pensez qu'elle panique maintenant, attendez de voir. Mes mains sont devenues engourdies. Donc, ce n'était plus seulement de l'infidélité.
C'était une faute professionnelle. Et maintenant, ce n'était plus seulement moi qui avais été trahi. C'était tout son bureau aussi. Je suis resté assis là dans ma voiture, fixant l'écran, respirant à peine. J'avais accepté l'affaire. Mais ça, c'était une toute autre tempête, une que je n'avais pas vue venir. Puis, un autre message est arrivé. Court, final. Vérifiez vos emails. Il y a plus. J'ai ouvert ma boîte de réception et ce que j'y ai trouvé a tout changé. L'email n'avait pas d'objet, pas de salutation, juste une pièce jointe, un dossier zippé intitulé « Mardi ». Mes mains tremblaient légèrement en le téléchargeant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Des photos, des captures d'écran, une confession. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de la vidéo. À l'intérieur du dossier se trouvaient 3 courts clips, des images de caméras de sécurité, à en juger par les angles et les eurodatages. Tous du même après-midi, il y a à peine 2 semaines. Son rendez-vous chez le dentiste. Je m'en souviens parce qu'elle l'avait mentionné 3 fois ce matin-là, presque comme si elle répétait son alibi. Le premier clip venait du parking souterrain de son bureau. Je l'ai vue entrer seule, dans ce blazer vert foncé qui, selon elle, lui donnait un air trop corporate. Elle avait clairement changé d'avis à ce sujet, car la voilà, maquillage impeccable, cheveux fraîchement coiffés. Elle avait l'air excitée. Je ne reconnaissais pas cette expression. Plus maintenant. Le deuxième clip m'a frappé plus fort. Il montrait Jordan qui attendait déjà à côté de sa voiture. Il s'appuyait dessus comme si elle lui appartenait. À la seconde où elle s'est approchée, il l'a attirée à lui. Pas comme un ami, pas comme un collègue, mais comme quelqu'un qui n'a aucune crainte d'être surpris. Leur baiser a duré près de 15 secondes. J'ai compté. Mon cerveau m'a vraiment fait compter. Comme si mesurer la profondeur de la trahison allait m'aider à me sentir plus en contrôle. Le troisième clip était plus court. On les voyait monter dans la voiture ensemble, elle sur le siège passager, lui au volant, puis partir. Il n'y avait pas de rendez-vous chez le dentiste. Il n'y en avait jamais eu. Je suis resté figé dans ma voiture, garé devant la maison de sa sœur, avec les boîtes de ses affaires toujours dans le coffre. Je ne savais pas s'il fallait crier ou rire. J'avais passé des mois à me reprocher sa distance, son silence, le manque d'intimité. J'avais redoublé d'efforts. J'avais préparé des dîners, planifié des week-ends, je m'étais excusé pour des choses que je n'avais pas faites juste pour apaiser la tension, et pendant tout ce temps, elle avait des rendez-vous en semaine sur la banquette arrière de notre voiture. Je me suis transféré l'email, puis je l'ai supprimé de mon téléphone. Je ne savais pas pourquoi j'avais fait ça. Peut-être par un instinct pathétique de la protéger, mais cet instinct commençait à mourir. Cet après-midi-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'au seul endroit où elle n'a jamais voulu aller, le vieux chalet de mes parents au bord du lac. Elle disait toujours que c'était trop poussiéreux, trop isolé, trop ennuyeux. C'est peut-être pour ça que j'aimais cet endroit. Là, je me suis enfin laissé aller. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'ai jeté un de ces pulls dans le feu juste pour voir si ça me ferait ressentir quelque chose. Ça n'a rien fait. Cette nuit-là, alors que j'étais assis sur le quai, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était elle. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de te parler. C'est sérieux. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, il s'est passé quelque chose au travail. Je crois que quelqu'un essaie de me détruire. Une autre vibration. Tu as parlé à Kali? Et enfin, s'il te plaît, si tu m'as jamais aimé, ne fais pas ça. L'ironie a failli me faire rire. Si je l'avais jamais aimé. Comme si mon amour était un interrupteur que j'avais éteint pour m'amuser. Comme s'il n'avait pas été meurtri, battu et traîné dans un mensonge d'1 an. J'ai éteint mon téléphone, mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas d'elle. C'était de Kali, sa patronne. Et ce qu'elle a dit a ouvert une porte dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Au moment où j'ai appuyé sur Play, j'ai su que ce ne serait pas un appel de courtoisie professionnelle typique. La voix de Kali était sèche, froide, presque chirurgicale. Pas de bonjour, pas de banalité, juste ceci, Glenn, je ne sais pas ce que vous savez ni à quel point vous êtes impliqué dans ce qui se passe en ce moment, mais je veux que vous compreniez quelque chose très clairement. Votre femme est sur le point de tout perdre.
et elle entraîne des gens dans sa chute. Ma main s'est figée autour de ma tasse de café. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais peut-être à un avertissement, une information sur la plainte au RH. Pas à ça. Elle a continué, une enquête interne est en cours, mais le problème n'est pas seulement l'adultère. Jordan a menti sur sa situation maritale dans les formulaires de l'entreprise, et votre femme a utilisé son ancienneté pour le couvrir. C'est un motif de licenciement pour tous les deux. Et pire, si nous sommes poursuivis par le client pour cette présentation que Jordan a ratée pendant qu'ils étaient dans une chambre d'hôtel, elle pourrait être tenue personnellement responsable. Mon estomac s'est noué. Je n'avais rien entendu à ce sujet. Un client, une présentation ratée. Glenn, a dit Cally, sa voix plus basse maintenant, plus personnelle. Je sais qu'on se connaît à peine, mais j'ai toujours eu l'impression que vous étiez un type bien. Vous méritez de savoir dans quel pétrin professionnel elle s'est mise. Et vous devriez aussi savoir ceci, elle essaie déjà de tout mettre sur le dos de Jordan. Elle se présente comme manipulée. Contrainte. On parle d'action en justice. J'ai mis le message en pause et j'ai regardé par la fenêtre le lac immobile. Le reflet des arbres ne ridait même pas. Tout était trop calme, trop immobile, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Ma femme, la femme qui avait un jour pleuré quand nous avions manqué un paiement hypothécaire, jouait maintenant aux échecs sur le plan juridique pour sauver sa peau. Non seulement elle me trompait, mais elle réécrivait le scénario, se faisant passer pour la victime. Je l'avais déjà vu faire ça avec des amis, des collègues, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle en ferait une véritable arme. J'ai réécouté le message vocal, remarquant cette fois quelque chose que j'avais manqué la première fois. Le ton de Cally. Elle ne se contentait pas de m'avertir. Elle était en colère. Et ça me disait tout. Ce n'était pas une patronne protégeant son entreprise. C'était une femme qui se sentait trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Je lui ai envoyé un texto. Merci pour le message. Je veux aider, mais j'ai besoin de tout savoir. Elle a répondu en quelques minutes. Alors, il faut qu'on se voie en personne. Je vous envoie l'adresse. Ce soir-là, je me suis retrouvé devant un bar à vin de l'autre côté de la ville. Pas le genre d'endroit où l'on va pour se détendre. Le genre d'endroit où les secrets tourbillonnent avec chaque verre versé. Cally était déjà là, assise dans une banquette d'angle. Elle était exactement comme la première fois que je l'avais rencontrée. Puissante, posée, et absolument lasse des bêtises de tout le monde. Merci d'être venu, a-t-elle dit en faisant glisser un épais dossier en manille sur la table. Je l'ai ouvert et ce que j'ai vu à l'intérieur a fait paraître tout ce que je pensais savoir comme un jeu d'enfant. Il n'y avait pas que Jordan. Il y avait eu un autre homme avant lui. Une autre ville, un autre séminaire, un autre mensonge. Et cette fois, ça avait failli coûter à quelqu'un son mariage et son emploi. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je voie les dossiers, a dit Cally. Elle a déjà fait ça. Vous n'avez jamais été le problème. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Chaque mot était comme du verre dans ma gorge. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est enfin brisé. Pas de chagrin, mais de clarté. Cette femme pour qui j'avais fait mon deuil, elle n'avait jamais existé. Et maintenant, il était temps d'arrêter de survivre et de commencer à planifier. J'ai quitté le bar à vin avec le dossier serré sous mon bras comme s'il était radioactif. Parce que d'une certaine manière, il l'était. Il portait le poids d'une vérité dont je n'avais fait qu'effleurer la surface. Sur le chemin du retour au chalet, je n'arrêtais pas de me repasser ce que Cally m'avait dit. La deuxième liaison, la manipulation, les plaintes au RH à moitié enterrées qui avaient été balayées sous le tapis parce que ma femme était sympathique, charmante et performante. Elle savait comment charmer une assemblée. Elle savait comment sourire et s'excuser juste assez pour que les gens doutent de leur instinct. Et j'avais été le plus grand imbécile de tous. Le dossier contenait tout. Des copies de plaintes anonymes, des chronologies, des échanges de mails. Un email en particulier s'est gravé dans mon esprit. Il était d'elle, à un type nommé Reed. Daté de près d'1 an avant qu'elle ne rencontre Jordan. L'objet, vendredi me manque déjà. Le corps du message, une seule phrase, ce que tu as dit dans l'ascenseur résonne encore dans ma tête. C'était à l'époque où elle me disait qu'elle était épuisée et qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver. Je m'en souviens parce que j'ai dormi sur le canapé pendant 2 semaines d'affilée pour qu'elle puisse se recentrer. Quelle blague.
Quand je suis retourné au chalet, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je me suis assis en silence et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai sorti mon vieux carnet en cuir et j'ai commencé à écrire. Pas seulement sur elle, sur moi. Sur la façon dont j'avais disparu à l'intérieur d'un mariage qui traitait ma loyauté comme un chèque en blanc. Sur les sacrifices silencieux que personne n'applaudit. Sur les nuits où je restais éveillé à attendre quelqu'un qui était déjà ailleurs. J'ai écrit jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Puis j'ai pris une décision. Fini de se cacher. Fini de réagir. J'allais reprendre le contrôle. Pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur les plans juridiques, financiers et publics. Première étape, j'ai rencontré un avocat. Un bon. Pas le moins cher, mais quelqu'un qui n'a pas sourcillé quand je lui ai dit que je voulais une rupture. Propre, rapide et discrète. Je lui ai tout donné. L'adultère, l'enquête au travail, les mensonges financiers, la carte de crédit cachée qu'elle jurait n'être que pour les urgences. Il a hoché la tête à tout cela comme s'il en avait déjà entendu des versions. Mais quelque chose dans cette affaire l'a fait marquer une pause. Il m'a dit que les preuves professionnelles pourraient être utiles même au tribunal des divorces. Deuxième étape, j'ai passé quelques appels à ses collègues, non pas pour la détruire, mais pour confirmer l'histoire de Cali. Ce que j'ai appris m'a choqué. 3 personnes ont dit qu'elle avait flirté lourdement lors de conférences. Une a admis qu'elle avait été avertie officieusement de se calmer après un dîner avec un client qui avait été trop loin. Un type, un intérimaire, m'a dit qu'elle l'avait coincé une fois après un verre et lui avait dit qu'elle aimait les bons secrets. La femme que je pensais avoir épousée n'était pas une erreur. C'était une étrangère. Et maintenant, cette étrangère m'appelait à nouveau, sans arrêt. Texto, appel manqué. Un message vocal qui n'était que sa respiration, tremblante, et un murmure, s'il te plaît, Glenn. Je n'ai pas répondu. Mais je savais qu'elle perdait pied, surtout après ce qui s'est passé ensuite. Car alors que mon avocat déposait les papiers et que je commençais enfin à transférer de l'argent sur un compte séparé, j'ai reçu un appel de Megan, sa sœur. Glenn, elle est arrivée ici en hurlant, en pleurant, en disant que tu la détruisais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai marqué une pause, puis j'ai dit doucement, elle s'est détruite elle-même. J'ai juste enfin arrêté de faire comme si ça n'était pas arrivé. Megan est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit la dernière chose à laquelle je m'attendais. Elle ne sait pas que je sais, mais je l'ai vue avec Jordan il y a un mois. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas faire exploser votre vie. J'imagine qu'elle a explosé quand même. Ouais, c'est le cas. Mais l'explosion finale, elle, était encore à venir, et elle était sur le point de s'y jeter tête la première. Le jour où les papiers du divorce ont été signifiés, je n'étais pas à la maison. J'étais à 2 villes de là, en train de signer un bail pour un petit bureau sur lequel je travaillais secrètement. Il s'avère que la douleur est un excellent moteur. J'avais pris mon expérience en informatique et j'avais enfin monté l'entreprise de freelance dont j'avais toujours rêvé. Les clients étaient réguliers, les avis élogieux, et les chiffres sur mon nouveau compte bancaire professionnel me donnaient enfin l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La liberté est silencieuse au début, presque trop silencieuse, comme si on ne lui faisait pas confiance. Mais ensuite, on commence à se réveiller sans cette douleur dans la poitrine. On commence à cuisiner pour une personne et on se rend compte que ce n'est pas solitaire, c'est paisible. On recommence à écouter de la musique dans la voiture au lieu du silence de mort ou des disputes répétées dans sa tête. 3 jours après la signification des papiers, elle est venue à la maison. Megan m'avait prévenu. Elle s'effondre, avait-elle dit. Elle pense que tu finiras par lui pardonner. Mais je n'étais même plus en colère. J'en avais fini. Quand elle a frappé, j'étais à l'intérieur, en train de mettre les dernières choses dans des boîtes. Je déménageais dans un nouvel endroit de l'autre côté de la ville. Un nouveau départ. Elle ne le savait pas. Elle a frappé à nouveau, puis a sonné, puis a appelé mon nom, mais je n'ai pas répondu. Je suis resté derrière le rideau et je l'ai observée à travers la petite fente des stores. Elle ressemblait à une version d'elle-même que je n'avais pas vue depuis des années. Pas de maquillage, les yeux bouffis, faisant les 100 pas, nerveuse. Elle serrait son téléphone comme s'il pouvait la sauver. Elle est restée 10 minutes. Puis finalement, elle est partie. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas cruel. Je me sentais juste libre.
Une semaine plus tard, le divorce était finalisé. Les retombées à son travail ont été pires qu'elle ne l'avait laissé entendre. Elle a été forcée de démissionner discrètement en échange d'éviter des audiences publiques au RH. Jordan a été licencié sur le champ. Je n'ai pas suivi le reste. Ce n'était plus mon histoire. Quant à moi, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement avec des fenêtres qui donnaient sur un parc où des enfants jouaient, et le monde continuait de tourner. J'ai instauré de nouvelles routines. Café au lever du soleil, courses en soirée, long week-end avec des amis que j'avais négligés en essayant de maintenir quelque chose qui n'était pas réel. Et un après-midi, alors que j'installais mon bureau dans le nouvel espace, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai vu votre site web. Vous avez construit quelque chose d'incroyable. Si vous prenez des clients, j'adorerais en discuter. C'était d'une femme nommée Riley. Une recommandation d'un ami. Intelligente, directe, professionnelle. Notre premier appel a duré 30 minutes. Notre deuxième appel était prévu pour le travail. Notre troisième, juste pour parler. C'est drôle comme la vie vous brise, puis vous reconstruit en mieux. J'ai perdu un mariage, mais je me suis retrouvé. Et d'une manière ou d'une autre, dans les décombres, j'ai trouvé les fondations de quelque chose de réel. Peut-être même quelque chose qui en valait la peine.